Bien, mes chers collègues, dans le cadre des travaux de notre mission d'information sur la santé périnatale et son organisation territoriale, nous entendons cet après-midi les représentants d'agences régionales de santé, donc Madame Sophie Martinon, directrice générale adjointe de l'ARS d'Île-de-France, Monsieur Mohamed Si Abdallah, directeur général adjoint de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, et en visioconférence, Madame Caroline Superbiel, conseillère médicale auprès du directeur général de l'Agence régionale de santé Occitane. Et voilà, je vous salue chaleureusement à distance, mais merci de nous rejoindre par le système de visioconférence. Alors, nos auditions mettent en lumière une préoccupation générale sur la situation de la santé périnatale au regard des indicateurs de mortalité néonatale, infantile ou maternelle, mais aussi de différents facteurs de risque, notamment l'âge maternel plus tardif, la précarité et l'obésité. Ces indicateurs marquent des différences territoriales parfois importantes. Vous nous préciserez quelles analyses vous en faites dans vos missions. Cependant, l'analyse précise de ces indicateurs se heurte manifestement à l'impossibilité actuelle de croiser les données pertinentes en vue de constituer un véritable registre des naissances qui revient dans pratiquement toutes nos auditions. Vous nous direz comment, au quotidien, vous utilisez ou non ces données pour établir un diagnostic fin des caractéristiques de santé de vos territoires. Plus généralement, nous voulons aujourd'hui échanger avec vous sur la prise en charge des mères et de leurs bébés et l'organisation territoriale de l'offre de soins et des parcours de suivi qui peuvent être construits au niveau local. Dans les travaux que nous menons, l'enjeu de cette audition est bien entendu d'avoir un prisme territorial sur les problématiques que nous analysons. Nous avons volontairement retenu la région capitale et souhaitons joindre une ou plusieurs agences de territoire comprenant à la fois des métropoles et des départements peu denses. Cette audition complète les échanges que nous pouvons avoir avec les ARS lors de travaux consacrés à un territoire en particulier. La mission s'est rendue en Meurthe-et-Moselle et se rendra le mois prochain en Bretagne. Et nous avons la semaine dernière organisé des visioconférences pour évoquer les enjeux propres à la Guadeloupe et à Mayotte. Surtout, vos agences sont responsables au niveau régional de la planification et de l'organisation de l'offre de soins. Or, vous le savez, cette mission a été constituée aussi en réaction au rapport de l'Académie nationale de médecine qui préconise une rationalisation du nombre de structures de type 1 au bénéfice du renforcement d'un certain nombre de maternités de type 2. Il nous paraît indispensable d'avoir votre avis sur ce sujet qui est animé par une tension particulièrement importante entre les enjeux de proximité et de sécurité de soins. L'offre de soins actuelle représente-t-elle parfois un risque pour les mères et leurs enfants ? La fragilité de certaines structures au regard de la capacité à assurer des équipes fixes et stables est-elle le signe d'un pourrissement, comme le qualifiait le professeur Ville, et donc l'amorce de fermetures qui ne sont pas assumées, mais lentement rendues inévitables ? Des structures vous semblent-elles particulièrement fragiles au niveau local et menaçant de fermeture soudaine ou prolongée, comme cela a pu être le cas à Lunéville ou Guingamp? Des regroupements ou réorganisations sont-ils envisagés, notamment en anticipation de la révision des décrets de périnatalité? L'Académie appelait à une réforme d'urgence. Est-elle envisagée au niveau national ou territorial? Nous avons pu également constater une forte disparité entre les régions concernant les modalités d'organisation des réseaux de périnatalité ou la mise en place de processus innovants dans le suivi et la prise en charge des parturientes et de leurs bébés.
Vous nous présenterez les dernières actions en la matière dans votre région, ainsi que le cas échéant, les blocages que vous pouvez rencontrer dans la mise en place et le financement de ces projets. Par ailleurs, la rapporteure pourra également vous interroger à titre prospectif sur la réforme du financement des activités de gynécologie, d'obstétrique, de néonatologie, de prévention ou encore des hôtels hospitaliers. Alors, je précise que notre réunion est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Alors, je vais vous laisser la parole sans attendre pour une courte intervention liminaire. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteure, Véronique Guillotin, pour une première série de questions. Et bien sûr, nos collègues ici présentes pourront bien sûr intervenir aussi pour vous interroger. Voilà, je vous laisse la parole. Est-ce que vous nous entendez bien en visio? Absolument, oui. Merci. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, Mesdames les sénatrices, Madame la rapporteure. Peut-être du coup effectivement en intervention liminaire pour vous dire quelques mots en peut-être gardant à l'esprit que je pense que la région Île-de-France, enfin que en fait chaque région a ses spécificités et je pense que c'est effectivement important que vous ayez une vision de la diversité des situations. On pourrait ainsi penser que l'Île-de-France est très peu concernée par certains sujets qui vont peut-être plus concerner certains de mes collègues. Vous avez évoqué la question du volume d'activité nécessaire ou de la fragilité de certaines petites structures. On y reviendra sûrement, mais évidemment, on a d'autres problématiques en Île-de-France. Peut-être je voulais partager quand même 3 idées avec vous. La première, d'abord, une sur le constat. En fait, l'Île-de-France, contrairement, de manière plutôt contre-intuitive, on est une région où tous les indicateurs en matière de périnatalité sont inférieurs à la moyenne nationale. Donc en fait, on est une région où bien qu'on n'ait pas certains sujets que d'autres régions peuvent connaître en matière d'offres de soins, on est une région où les indicateurs de périnatalité sont très dégradés et j'y reviendrai. La deuxième idée, c'est qu'on est une région avec des disparités énormes, notamment sur ces indicateurs en matière de santé périnatale. Le plus commun étant le taux de mortalité infantile, hein, donc c'est celui que j'utiliserai. Et la troisième idée que je voudrais partager avec vous, c'est que l'enjeu pour nous, il est essentiellement au niveau des ressources humaines en santé et donc du coup de la capacité à recruter, à fidéliser, à attirer des professionnels de santé dans le champ périnatal. C'est bien évidemment les sages-femmes, mais c'est aussi les infirmières puéricultrices. Principalement, je voulais être voilà. Donc ça c'est vraiment voilà de manière un peu macro et si on a le temps ou si vous le souhaitez, j'y reviendrai. Peut-être vous dire un mot quand même sur la santé mentale maternelle où je pense qu'on a un sujet. Je crois que d'ailleurs vous l'avez d'ores et déjà eu l'occasion d'en débattre avec certaines des personnes qui ont été auditionnées. Du coup, si je reprends le premier constat, en fait, on a une dégradation qui est plus marquée de la santé périnatale en Île-de-France depuis une dizaine d'années qu'en France, que la moyenne nationale. Le taux de mortalité infantile en 2020, il était de 4,08 pour 1000 naissances vivantes, à comparer aux 3,3 France hexagonale. Donc, vous voyez, on est quasiment 0,8 points au-dessus, enfin 0,8 pour 1000 au-dessus de la moyenne nationale, donc soit quasiment 25% hein, en fait. On a un taux de mortalité périnatale qui est de la même façon un peu supérieur et surtout on a un taux de mortalité maternelle qui est à 12,3 femmes pour 100 000 femmes de 15 à 54 ans versus 0,8 France hexagonale. Donc de la même façon, là on est quasiment 50% au-dessus du taux de la moyenne nationale. Alors vous allez me dire, mais et on a suivi la même évolution, c'est-à-dire que en 2001, l'Île-de-France était à 4,51 pour le taux de mortalité infantile, ça a baissé jusqu'en 2013 et ça remonte depuis 2013. Donc on est vraiment sur la même évolution, mais en revanche toujours au-dessus pour le taux de mortalité infantile. Donc évidemment c'est un sujet qui nous préoccupe. On est très, enfin voilà, il y a pas de
comment dire, les facteurs explicatifs sont ceux que vous avez identifiés pour la situation globale en matière de périnatalité. Essentiellement, c'est deux facteurs, hein, les facteurs sociodémographiques. L'âge moyen des mères, par exemple, est plus élevé en Île-de-France que la moyenne France entière, donc ça explique une partie. Et évidemment, la précarité et les difficultés sociales que rencontrent les futurs parents également. Et là, du coup, j'y viens, on a des écarts qui sont particulièrement marqués en Île-de-France, avec, vous le savez, c'est une région qui est à la fois très riche, mais en même temps avec des populations très pauvres, voire extrêmement précaires, et j'y reviendrai. Et donc, si on prend le taux de mortalité infantile, donc c'est 4,08 en 2020 en moyenne pour l'Île-de-France, mais ça peut monter jusqu'à 5,3 de mémoire pour la Seine-Saint-Denis. Et de même que pour le Val-de-Marne et le Val d'Oise, qui sont tous les trois au-dessus de la moyenne régionale. Et donc la Seine-Saint-Denis est à nouveau 25% au-dessus de la moyenne d'Île-de-France. Donc on a vraiment des territoires qui sont des disparités extrêmement fortes. Et ça se retrouve par exemple... Enfin voilà, on a beaucoup d'exemples en la matière. Ça se retrouve, je reprendrai cet exemple-là, mais vous en avez sûrement entendu parler. On a des difficultés pour des femmes qui sont sortantes de maternité, c'est-à-dire qui n'ont plus de raison de rester à l'hôpital, qui n'ont pas d'hébergement en fait, et qu'on n'arrive pas à leur trouver un hébergement d'urgence. Et donc on a des femmes qui restent à la maternité, non pas pour des raisons médicales, mais pour des raisons d'hébergement en fait, qui sont sans domicile fixe. Et évidemment, ces situations d'extrême précarité sont concentrées dans certains départements, notamment la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise et le nord-est de Paris. Donc voilà, un constat d'une santé périnatale plutôt dégradée en Île-de-France, avec des disparités énormes. Les facteurs explicatifs, donc c'est effectivement des facteurs sociodémographiques connus, et aussi des questions d'offres de soins, évidemment. Et la question de l'offre est moins la question de la quantité. Il y a assez de maternité en Île-de-France, il y a assez de lits de maternité. En revanche, il y a une première question qui est une question de répartition. Il y a une question d'accès au suivi. Par exemple, on a beaucoup de médecins en secteur 2, notamment de médecins généralistes, et donc par contre le suivi avant la naissance est dans certains territoires plus difficile à faire, puisque on y reviendra, mais sur la question des ressources humaines, on a aussi un sujet sur la densité des médecins généralistes en Île-de-France. Avec en Île-de-France, certes, beaucoup de professionnels, mais en fait une population énorme, et quand on fait le ratio entre les deux, on est dans un désert médical dans beaucoup d'endroits en Île-de-France. Et ces tensions fortes sur les RH, elles sont à la fois structurelles. Donc je le disais, j'y reviendrai, la densité de professionnels est plus faible en Île-de-France pour les sages-femmes, pour les infirmières, puis pour les médecins généralistes que la moyenne nationale. Et puis on a aussi des tendances structurelles sur l'exercice des professionnels. Je pense notamment aux sages-femmes, avec à la fois une volonté d'exercer en libéral et souvent des départs pour la province pour les professionnels qu'on forme en Île-de-France. Et un impact conjoncturel, notamment pendant les tensions estivales, mais j'y reviendrai. Peut-être un point que je voudrais souligner sur ce constat-là et sur les facteurs explicatifs, c'est qu'en fait, on a mené, donc depuis le constat de cet écart finalement à la moyenne nationale, on a mené en 2013 des études épidémiologiques et sociologiques pour essayer d'expliquer cet écart supplémentaire francilien. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que ces facteurs que je viens d'énumérer jouent, mais en fait, ce qui joue, c'est leur interaction. C'est-à-dire que c'est à la fois le fait d'avoir des facteurs, une situation défavorisée en matière socio-économique et les caractéristiques du système de santé. Et donc, un exemple, c'est que quand vous êtes une femme précaire, c'est d'autant plus difficile d'avoir un suivi avant l'accouchement. Et donc, du coup, on a une difficulté de repérage, etc., etc. Et donc, en fait, c'est l'articulation, c'est finalement l'interaction entre les caractéristiques sociales d'une personne et le fonctionnement du système de santé qui sont le principal facteur explicatif. Et donc, prendre les facteurs séparément, c'est pas une bonne approche. Il faut vraiment intégrer finalement, en quelque sorte, ces facteurs se potentialisent, dans le mauvais sens d'ailleurs. Voilà. Du coup, face à l'issue de ces études, on a mis en place un plan d'action, évidemment au niveau régional, qui a été intégré dans le projet régional de santé 2, qu'on a actualisé et réintégré dans le projet régional que nous venons d'adopter en novembre 2023.
La périnatalité est d'ailleurs une des 2 seules priorités thématiques qu'on a choisi de porter dans le cadre du PRS, tout simplement parce qu'on s'est dit on ne voulait pas en avoir trop, et donc on a vraiment fait cet effort de focaliser nos efforts, justement de focaliser nos efforts avec 2 priorités, la périnate et la santé mentale. Et donc vous voyez que voilà, sur la périnatalité, ça s'explique par la situation très dégradée en Île-de-France. Et ce plan d'action, il est évolutif, évidemment, il est très partenarial, on pourra y revenir, mais nos principales actions, c'est d'abord de diminuer les inégalités d'accès aux soins, donc en soutenant très fortement les réseaux de santé périnatale, en essayant finalement à chaque étape de rattraper les femmes qui justement ne pourraient pas intégrer le système de santé, auraient soit des difficultés d'accès aux soins, soit des difficultés au cours pour éviter finalement entre guillemets de les perdre de vue. J'exagère et je simplifie un petit peu, mais c'est vraiment ça. Donc on a développé des actions en médiation en santé, par exemple, en ce qu'on appelle en littératie, c'est-à-dire du coup comment est-ce qu'on s'approprie les recommandations de bonnes pratiques médicales. Et en fait, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire, un professionnel peut donner tous les conseils nécessaires à un bon suivi de grossesse, mais en fait, pour X ou X raisons, un défaut de maîtrise de la langue, des habitudes propres, le fait que il y a d'autres préoccupations plus prioritaires, les mères peuvent ou les futures mères peuvent ne pas en tenir compte. Et donc, du coup, on a vraiment un enjeu de comment est-ce qu'on s'assure finalement que c'est mis en œuvre. Une question de repérage, évidemment, des personnes en situation de fragilité. Je parlais des personnes qui sont sans hébergement à l'issue de l'accouchement. Ça peut très bien arriver en fait qu'au moment de l'inscription en maternité, la personne soit hébergée chez des amis, chez des cousins, mais en fait, elle pourra pas revenir dans son logement avec un enfant. Donc en fait, en général, ça, elle le sait avant d'accoucher. Elle le dit pas toujours, c'est pas évident. Et donc du coup, on a mis en place, notamment dans les maternités du 93, des unités d'accompagnement personnalisé, des UAP qui ont été testées d'abord à Saint-Denis, qu'on a ensuite créé et financé, notamment à la maternité de Montreuil, et il doit y en avoir une aussi dans les établissements du 93. Je pense qu'il y en a aussi à la PHP, mais on pourra vous faire la liste si vous le souhaitez. Donc voilà, le premier objectif, c'est vraiment celui-là, c'est diminuer les inégalités d'accès aux soins, sécuriser les parcours en santé. Le deuxième, c'est l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Vous l'évoquiez. Clairement, pour nous, l'enjeu, c'est d'anticiper au maximum les situations complexes, entre guillemets. Donc, je pense notamment aux grossesses pathologiques. Donc, depuis 1998, on a une cellule d'orientation des transferts in utero qui nous permet d'avoir une vision régionale sur l'ensemble des besoins et d'essayer de les anticiper au maximum. On est même allé jusqu'à avoir, à un moment où on avait des tensions RH extrêmement fortes sur les maternités, un système d'appui au transfert pré- et postpartum pour toutes les grossesses, en fait, au niveau régional, avec l'idée finalement de pouvoir anticiper les transferts et de ne pas se retrouver au dernier moment à effectuer un transfert, puisqu'en fait, on sait que c'est là qu'il peut y avoir des difficultés ensuite de prise en charge. Donc de la même façon, on a travaillé avec les réseaux de santé périnatale pour créer des protocoles de transfert, donc pour sensibiliser l'ensemble de la chaîne, pas seulement les maternités, mais aussi les infirmières libérales, l'ensemble des réseaux finalement de professionnels. On travaille évidemment, voilà, et je n'irai pas plus loin, peut-être si vous souhaitez ensuite qu'on approfondisse, mais... J'ai perdu le micro. Juste le dernier élément sur les ressources humaines en santé, parce qu'en fait, c'est un sujet extrêmement structurel. On essaye de mettre en place un certain nombre d'actions, notamment de fidélisation. Donc, on finance, par exemple, aujourd'hui, le contrat d'allocation études. C'est un contrat où, pendant la dernière année d'études, on paye les sages-femmes en échange d'un engagement de servir pendant 18 mois dans une maternité. Donc on en a à peu près en 2023, on en finance 80 à l'échelle de l'Île-de-France, mais vous voyez, on est sur des volumes qui ont quasiment doublé en 3 ans, mais qui restent quand même assez limités. On travaille aussi sur toutes les périodes de tension pour essayer d'anticiper. Avec parfois un système je vous interromps juste, le nombre de contrats, c'est parce qu'il n'y a pas plus de demandes ou c'est parce que vous êtes limité, vous, à 80 contrats? Ou est-ce qu'il n'y a pas plus de sages-femmes qui sont intéressées? Ouais. Vous avez raison. Jusqu'en 2023, on n'avait pas mis de limite quantitative, y compris financière. Et donc, on prenait tous ceux qui rentraient dans la case, entre guillemets, enfin, qui remplissaient les conditions. On commence à atteindre un sujet de financement, mais en tout cas, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, on n'a pas eu plus de demandes. Après...
Effectivement, c'est une question, puisqu'en plus c'est compatible avec les bourses. Enfin, on a fait énormément de choses pour faciliter du coup ce type d'allocation. C'est quand même non négligeable, puisque ça représente à peu près une sage-femme sur 3 qui sort des études en Île-de-France. Donc finalement, c'est quand même substantiel. Mais voilà. Mais du coup, ça pose la question en fait du coup du volume de formés. Et c'est vrai qu'on a été extrêmement inquiets en 2022. 2022, ça a été vraiment l'année la plus difficile en termes de tension sur les ressources humaines, quel que soit le secteur. On avait beaucoup de lits fermés. En fait, on était encore en post-Covid. On a eu énormément de tensions en Île-de-France, beaucoup de gens qui sont partis, qui ont quitté la santé, qui ont quitté l'Île-de-France. Et en fait, on a été extrêmement inquiets, puisqu'en fait, c'est une année où le taux de remplissage de la filière de formation des sages-femmes n'était que de 65%. Et en fait, c'est la combinaison de Parcoursup plus de la réforme des PASLAS. On a eu une année avec un niveau très très bas d'élèves sages-femmes en fait. Et là, honnêtement, moi, je vous avoue qu'en 2022, je me suis dit, mais si on n'arrive pas à former 100% sur les places prévues en sage-femme avec les tensions qu'on a, on ne va pas s'en sortir. Donc, pour moi, ça reste un point d'attention extrêmement important. Aujourd'hui, on est remonté en 2023 à 91% de places occupées, remplies, je ne sais pas comment dire, par des élèves sages-femmes. Mais vous voyez qu'on n'est pas à 100%. Pour faire ça, on a beaucoup poussé pour mutualiser les listes d'attente, puisqu'on avait des endroits en Île-de-France, dans certaines universités, enfin dans certaines écoles de sages-femmes où on avait des listes d'attente et d'autres qui au contraire remplissaient pas leur place. Mais voilà, on a cet enjeu-là qui est extrêmement fort. Et ce qu'on voudrait développer, et pour l'instant on n'y arrive pas, c'est de travailler sur des postes partagés, puisque je pense que beaucoup de gens vous l'ont dit, mais une des difficultés pour les sages-femmes qui travaillent en établissement de santé, c'est évidemment les contraintes sur le soir et le week-end, et notamment les gardes. Et un des enjeux, du coup, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on répartit cette contrainte le plus largement possible. Et en fait, on aimerait beaucoup pouvoir créer des postes partagés ville-hôpital avec, qui permettent de mieux répartir cette contrainte et de garder finalement, pour certaines sages-femmes qui le souhaitent, un exercice à l'hôpital en temps partagé. Et en fait, en vrai, c'est assez compliqué parce que, il y a un effet... Et bon, aujourd'hui, on y travaille. On n'y arrive pas totalement. Pour tout vous dire, notre premier essai, on a 4 contrats comme ça partagés. Mais voilà, je pense que c'est une piste sur laquelle il faut qu'on puisse approfondir, parce que pour moi, c'est un enjeu effectivement des prochaines années. Voilà, c'était très rapide, mais je suis évidemment à votre disposition pour approfondir. Merci. Notre rapporteur a une question à vous poser. Juste une question de précision. Vous avez dit que vous aviez suffisamment de lits. Et après, parallèlement, en même temps, vous avez dit qu'il manquait de ressources humaines. Donc, c'est des lits qui sont fermés, c'est ça? Alors, tout à fait, excellente. En tout cas, c'était une question qu'on s'est... en fait, ce qu'on observe, c'est que nous, on n'a pas de... Comment dire, on ne pense pas qu'il y a des franciliennes qui vont accoucher dans d'autres régions. Donc aujourd'hui, on est capable d'assurer une offre suffisante au regard des besoins. En revanche, on a 2 enjeux. Le premier, c'est la répartition. On a certains départements où en fait on voit des transferts. Principalement, c'est la Seine-Saint-Denis vers Paris. En fait, on a une suroffre entre guillemets à Paris et une offre un peu moindre dans le 93. Et puis, j'évoquais l'année 2022 qui a été une année très forte en matière de tension. En fait, à l'époque, on avait environ 250 lits installés, mais qui étaient fermés pour des raisons de ressources humaines en santé. On a réussi à en réouvrir en 2023 quasiment 150, mais on est encore un peu en dessous du capacitaire installé. Et donc, en fait, la question du capacitaire, en fait, elle se pose vraiment à 2 niveaux. Il y a le capacitaire installé prévu, et puis il y a le capacitaire réellement ouvert, opérationnel, finalement, avec des professionnels au pied du lit, et qui est... voilà. Et pour tout vous dire, la difficulté pour nous, elle est moins sur les lits de maternité que sur les lits de néonat. En fait, nous, on a un enjeu à chaque hiver quasiment sur la néonate, notamment avec la bronchiolite, mais ça s'est beaucoup amélioré cet hiver grâce au Beyfortus. Mais voilà, on sait qu'on a un capacitaire qui est un peu... d'ailleurs, on a prévu dans le projet régional de santé de pouvoir l'augmenter, sous réserve qu'on ait les personnes pour staffer ces lits. Mais en tout cas, c'est plutôt là que sont nos limites. Très bien, merci. Je vais peut-être passer la parole à Madame Superbiel pour
vous écoutez en visio. Oui, merci, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc, pour faire un tour d'horizon rapide avant de passer aux questions complémentaires que vous aurez, juste une brève présentation. Donc, l'Occitanie est une région vaste, donc en surface, hein, c'est la seconde région la plus vaste de France, avec 13 départements, et elle est très rurale et montagneuse. Donc, elle connaît un très fort dynamisme démographique qui est centré sur le littoral méditerranéen et les grandes métropoles de Toulouse et de Montpellier. Et sa population est caractérisée par d'importants écarts de densité et une forte précarité. Un habitant sur 6 est en situation de pauvreté et 4 départements se trouvent parmi les 10 départements les plus pauvres de France. Donc, l'offre sanitaire et médico-sociale, en fait, présente des disparités territoriales importantes. Et donc, il faut absolument qu'on puisse consolider le maillage, soutenir les innovations et les mutations nécessaires pour mieux répondre à toutes les attentes et en l'occurrence, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, concernant la situation générale sur la périnatalité, eh bien, malheureusement, nos indicateurs ne sont pas satisfaisants. Donc, vraiment, il y a des améliorations importantes à faire par une vigilance constante. Je dirais qu'il y a deux situations. Il y a la situation immédiate pour faire face à une situation dégradée qui est notamment due aux difficultés RH, et puis la situation de travail sur le plus long terme avec les évolutions qui vont être réfléchies au niveau national et donc toutes les mesures et les innovations qui pourront être mises en place et puis toutes les mesures RH afin de consolider les situations et le système. Alors, concernant l'offre périnatale, donc l'Occitanie a vu une diminution de son nombre de maternités au cours des 6 dernières années. On est passé de 44 à 39. Donc 7 en moyenne ont moins de 550 accouchements par an, dont une maternité qui est la seule d'un département tout entier. Donc, il faut voir la situation en fait comme une terre contrastée géographiquement, donc dont les temps de transport doivent être réfléchis en fonction des reliefs et parfois de la météo. Donc, c'est vraiment une caractéristique importante quand on veut réfléchir à notre maillage et parfois on doit maintenir des offres dans des territoires qui, en kilométrage, ne sont pas éloignés, mais qui vont être difficiles d'accès. Et donc, pour lesquels les temps de transport vont dépasser 45 minutes pour les personnes qui habitent dans ces zones. Alors, la région dispose de 10 CPP qui sont répartis sur 7 départements. Et il y a donc une expérimentation de maison de naissance accolée donc à un CH. Et on doit concilier une demande entre certaines personnes qui veulent donc aller vers des accouchements naturels et on a une proportion de femmes qui souhaitent même accoucher à domicile et pour lesquelles il faut absolument les intégrer à un suivi pour éviter qu'on arrive à des situations à risque non dépistées. Et puis, à l'opposé, ce raisonnement indispensable d'avoir la bonne gradation des plateaux techniques au bon endroit, accessible et équipé, bien sûr, de la façon nécessaire et avec les bonnes ressources humaines. Donc, avec cette fragilité que l'on a, qui est en fait la conjonction de la nécessité d'avoir les pédiatres, les obstétriciens, les sages-femmes et puis les anesthésistes, et où dans beaucoup d'endroits, chaque équipe est de petit effectif et en fait, un problème sur une seule de ces professions va impacter l'ensemble du système. Donc, ce n'est pas une équipe de 12, ça va être 4, enfin de 16, ça va être 4 équipes de 4.
Donc, il faut qu'on puisse anticiper ces difficultés. Donc, comme partout, la problématique RH est très importante en Occitanie. Et donc, évidemment, ça touche en premier les territoires et les établissements déjà fragiles. Et bien sûr, ça va affecter toutes les professions qui interviennent donc, dans le cadre de la périnatalité. Alors, il y a eu des conséquences pour la prise en charge des parturientes, soit par la fermeture de maternité avec des déports de patients sur des établissements de proximité, alors le premier effet étant une rupture d'accès aux soins de proximité relative aux IVG quand on arrive en première intention des difficultés. Donc, en Occitanie, donc, le souhait du directeur général est de maintenir une offre de proximité et de ne pas aller vers des fermetures de maternité, mais tout en réfléchissant à la prise en charge éventuellement par une équipe territoriale en s'appuyant sur les collaborations existantes et en premier lieu les GHT avec l'appui du CHU. Et donc, chaque territoire étant particulier, chaque situation, soit géographique, soit en offre de soins étant spécifique, nous n'avons pas défini de solution unique, mais plutôt il s'agit de mettre en œuvre une méthodologie. Et donc, en cela, nous appuyons beaucoup sur le réseau Périnatalité Occitanie, qui est très actif et pour lequel nous avons la chance d'avoir un réseau unique pour toute la région, permettant d'avoir donc une vision globale et des actions concertées pour toute la région. Donc, le travail de fond, pour le moment, vise à anticiper les difficultés, inciter les établissements à définir leurs procédures et puis leur travail donc, en mode dégradé. Et puis, à l'opposé, étudier des situations où on verrait comment faire évoluer cette offre. Et à ce titre, donc, il y a le sujet des centres des CPP, qui est pour nous un sujet vraiment prégnant. Donc, pour le moment, les CPP, nous pouvons les mettre en place quand une maternité ferme, mais il y a une demande en fait d'avoir des CPP en complément d'une maternité et pas forcément en remplacement. Vous pouvez nous préciser ce que sont les CPP? C'est les centres périnataux de proximité. Et donc, où ce sont donc des structures de prise en charge des femmes, enfin de la grossesse, donc, où on va faire un suivi avant l'accouchement, un suivi de la grossesse, et où il serait aussi intéressant de pouvoir avoir un suivi après l'accouchement. Et donc, il n'y a pas en l'état, l'accouchement ne se fait pas dans ce centre, et donc il faut définir l'orientation de la femme enceinte en fonction des risques évalués pour l'enfant ou pour elle-même. Donc ensuite, savoir l'orienter d'emblée sur le niveau de maternité adéquat ou, en cas de problème, savoir l'orienter en réaction vers un autre niveau de maternité si c'est nécessaire. Voilà. Donc, c'est vraiment des structures sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et qui rendent vraiment des services importants. Donc, il y avait des réflexions nationales sur des évolutions des possibilités de prise en charge par ces CPP et que voilà, nous sommes en attente d'éventuelles conclusions pour éventuellement adapter. Ensuite, il y a donc différents dispositifs. Alors, le dispositif du parcours structurant des 1000 premiers jours a été très important pour dépister les vulnérabilités
En revanche, ça doit derrière déclencher un travail donc là, qui est rentré dans le cadre du PRS et qui est en cours. C'est-à-dire que ces dépistages de vulnérabilité doivent évidemment déclencher l'entrée dans un parcours et dans un suivi. Et donc, nécessite une grande vigilance, puisque nous avons donc dans certaines zones des difficultés RH donc sur tout le système de santé. Donc, il faut qu'on puisse renforcer cette offre pour que la prise en charge soit sécurisée tout au long des périodes de fragilité. Il y a un deuxième dispositif, article 51, qui a été développé, qui s'appelle COCON et qui concerne le suivi des prématurés, pour s'assurer de bien accompagner ces enfants sur les premiers mois de leur vie. Voilà, c'est en fait, à titre d'introduction, les principaux éléments que nous portons à votre connaissance, et bien sûr, ce sera complété par des réponses écrites et dans l'attente des réponses à vos éventuelles questions. Très bien, merci. Pour terminer, Monsieur Si Abdallah, si vous voulez bien nous donner aussi quelques informations. Et dans votre propos, si vous voulez, j'ai vu que le Jura faisait partie des 3 départements les moins bien lotis en termes d'indicateurs, justement. Si vous avez une analyse un peu plus précise sur ce département, si vous avez peut-être une explication ou une orientation, en tout cas, merci. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Mesdames, Messieurs. Je vais essayer de ne pas être redondant. Alors, je vais vous dire que pour nous, c'est un sujet de vigilance majeure. C'est une région rurale, très grande, de densité faible en termes de population, hein, c'est à peine 2,7 millions. Une région qui a déjà connu des restructurations par la force des choses. 3 maternités ont été suspendues en à peu près 10 ans, dont une dans le Jura. Force est de constater que c'est un sujet particulièrement compliqué, complexe à appréhender. J'ai fait un peu le tour avant de venir pour vérifier où on en était, parce que chaque année, nous avons des difficultés à faire tourner nos maternités. Et l'objectif, c'est de toutes les garder aujourd'hui. Vraiment, parce que, pour vous donner un exemple, on a 2 départements où il n'y a qu'une seule maternité. Il faut bien comprendre qu'on est déjà peut-être au plus bas de ce qu'on pourrait garantir comme offre. Il y a peut-être des discussions sur 1 ou 2 maternités, mais globalement, la Haute-Saône, c'est Vesoul, et la Nièvre, c'est Nevers. Donc 2 départements avec une seule maternité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans, on a eu une grève à Nevers. On s'est retrouvé en grande difficulté à devoir appréhender des transferts de dossiers de parturientes vers d'autres maternités pour garantir la sécurité des accouchements. D'ailleurs, à ce titre, pour sécuriser, nous avons un PUPH qui est chef de service là-bas, pour bien comprendre que la situation est difficile et qu'elle nous oblige à trouver des solutions différentes. En faisant le tour de toutes les maternités de la région, on a encore des difficultés sur quasi toutes les maternités. Un seul 3 déclarent avoir des effectifs complets sur le côté médical. Alors médical, médecin, obstétricien, pédiatre et anesthésiste. C'est les 2 CHU et l'hôpital de Trévenant, l'aire urbaine de Montbéliard. Toutes les autres nous déclarent avoir des difficultés sur ces 3 métiers. Et le premier métier qui ressort, c'est la pédiatrie. Pratiquement 70% des maternités nous déclarent avoir des effectifs incomplets. Alors, ça peut être 2 postes, voire il reste un pédiatre. C'est pratiquement 1 sur 2 sur les gynéco-obstétriciens. Alors, ça s'est nettement amélioré parce que le sujet nous est arrivé initialement par les anesthésistes quand je suis arrivé il y a 3 ans. Et là, ça va mieux. C'est à peu près 1/3 des maternités qui nous déclarent aujourd'hui avoir des effectifs incomplets sur l'anesthésie. Ça va très bien, par contre, sur les sages-femmes. On n'est plus en difficulté comme on a pu l'être. Et d'ici de là, il y a quelques difficultés sur les infirmières puères. Voilà. Globalement, c'est à peu près la situation. Donc, il y a des coopérations qui sont effectives depuis longtemps au sein des GHT, au sein même de chaque ex-émi-région. C'est le CHU qui vient en appui, mais le CHU a aussi ses limites. Il ne peut pas venir en renfort de toutes les maternités, ça n'est pas possible. On leur demande d'être vigilants sur les plus grosses maternités, mais sans se mettre en danger, parce que c'est un hôpital de recours, c'est aussi un hôpital de proximité.
Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces organisations. On anticipe énormément toutes ces difficultés. Donc, on suit de très près avec les directeurs et les présidents de CME et de CMG les difficultés RH. On travaille beaucoup sur l'attractivité. Jean-Jacques Coiplet a mis en place un grand plan d'attractivité en finançant, comme pour l'Île-de-France, des bourses, enfin, tout ce qu'on peut mettre en place pour être le plus attractif. On travaille beaucoup avec les doyens sur ces sujets-là, enfin, avec le préfet de région, la présidente de région, pour essayer de dynamiser l'aspect attractif de la région, en plus de l'attractivité des métiers. On demande beaucoup aux professionnels de travailler ensemble pour essayer alors, c'est difficile à conceptualiser, mais d'avoir des équipes territoriales pour essayer de faire en sorte que les jeunes ne se sentent pas isolés, puissent aussi travailler dans un contexte un peu organisé, au-delà d'une équipe juste locale, et pouvoir aussi avoir accès à la recherche, à des choses comme ça qui leur donneraient envie de rester chez nous. Alors, on est une région où on accueille beaucoup d'étudiants, parce qu'on est plutôt bon sur la qualité de la formation, mais on ne garde pas beaucoup de nos étudiants, hein. D'ailleurs, il y a un delta qui est plutôt sur la tranche des jeunes générations qui quittent beaucoup la région. Voilà, donc c'est une région qui vieillit, mais malgré tout, il y a encore des accouchements. Même si on regarde les données d'accouchement, elles ont, entre 2018 et 2022, baissé de plus de 13%, et entre 2022 et 2023, un peu plus de 6% de baisse de la natalité dans notre région. Donc, sur tous ces aspects, on essaye d'être vigilant. Sur les données de santé, alors on a beaucoup de mal à les avoir. On n'est pas, enfin, comme toutes les régions, on n'est pas très bon sur la santé des femmes. Il faut qu'on s'améliore. Donc on travaille beaucoup sur les dispositifs parcours. On a aussi énormément de CPP en place qui ont une offre assez riche, assez étendue. Il y a de la prévention. On essaye d'être sur le parcours un peu avant même l'idée de la conception, pour pouvoir répondre à tous ces besoins pendant la grossesse et bien après, et avec des offres qui vont sur des offres aussi en termes de pédiatrie dans ces CPP. La dernière maternité qui a été suspendue, vous avez en entendu parler, c'est celle d'Autun, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, pas tout à fait 1 an et demi. Donc on a dû... Alors, pour bien comprendre, c'était une maternité qui fonctionnait avec 2,2 ETP de gynéco-obstétricien et un seul pédiatre depuis des années. Il y a eu une inspection de l'IGAS la dernière, plusieurs inspections, la Cour des comptes y est passée. On a tout, vraiment essayé de tout mettre en place pour essayer de redynamiser cette équipe, de les faire travailler ensemble. Force était de constater qu'on n'a pas réussi à faire prendre la mayonnaise entre les médecins. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Voilà, ça a fini par se terminer par une suspension avec des problèmes de planning, et donc de devoir à nouveau gérer des transferts de femmes qui devaient accoucher dans la période de fermeture vers d'autres maternités. C'est assez compliqué en termes d'information et de stress auprès des mamans. C'est pas très simple à gérer. Sur le Jura, il y a eu une fermeture, vous le savez. Et donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir anticiper quand elles peuvent arriver et de mettre en place des dispositifs de réponse, d'information. Il faut informer, il faut mettre en place des dispositifs qui puissent répondre aux besoins et à toutes ces difficultés que sont, par exemple, les temps de trajet. Je l'ai entendu de ma collègue. On est une région qui n'est pas simple d'accès. Hein. Le Jura en est un exemple, mais le Morvan un autre. Donc, par exemple, au Jura, on a mis en place des conventions avec toutes les sages-femmes libérales qui leur permettent de monter dans le SMUR, si besoin, ou dans l'ambulance pour accompagner leurs patientes en sécurisant. On est conventionné avec elles, on finance leur, j'allais dire la perte de temps, mais le temps qu'elles passent à accompagner. À Autun, on a mis un dispositif de SMUR obstétrical en place. Donc, c'est une sage-femme qui est de garde H24, qui peut recevoir toutes les femmes, d'ailleurs, qui arriveraient aux urgences. Et donc, il y a une centaine de consultations par mois, en général plutôt la journée. Et si besoin, sur des menaces d'accouchement prématuré, elles peuvent accompagner le médecin urgentiste, qui est lui-même formé, mais ça sécurise le médecin d'avoir une sage-femme qui a plus l'habitude et qui est plus rodée. On a mis aussi en plus des dispositifs de travailler ensemble. Maintenant, chacun doit aussi aller continuer à se former, soit à Châlons, soit à l'hôpital du Creusot, parce que c'est une organisation qui a été mise en place territoriale. Il y a une FMIH qui est en place, une fédération médicale interhospitalière, donc entre les établissements de Nevers et de Châlons. Et il y a une convention avec l'hôpital privé du Creusot où il y a une maternité localement. Donc tous ces dispositifs pour essayer de sécuriser au maximum le parcours. S'il y avait une demande pour une menace d'accouchement prématuré. Et puis sur la question du repérage des grossesses à risque, dans toutes les maternités, il y a des staffs médico-psychosociaux qui permettent de repérer toutes ces difficultés liées à la précarité pour mieux organiser les prises en charge et surtout bien orienter ces femmes
pour éviter qu'elles se retrouvent au mauvais endroit, parce que souvent, ce sont des grossesses plus à risque, comme le dit ma collègue. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place sur la santé mentale, comme les équipes mobiles. Il y a des dispositifs particuliers dans certains hôpitaux psychiatriques ou généraux. On essaye de prendre le sujet. C'est un sujet, comme l'a dit ma collègue aussi, qui est majeur pour l'Agence régionale de santé, parce que ça fait partie aussi de l'attractivité de la région que de répondre positivement, ou en tout cas de sécuriser le parcours périnatal des parents et de la maman. Alors voilà, je réponds un peu à la volée, mais comme il y avait beaucoup de questions dans vos propos, je pourrais continuer à répondre. Voilà. Très bien, je vais passer la parole à notre rapporteure, Véronique Guillotin. Merci Madame la Présidente, merci de votre présence et d'avoir accepté de prendre ce temps pour enrichir notre réflexion et la rédaction de ce rapport qui doit être rendu fin juin sur la périnatalité, vous l'avez dit, qui est importante pour deux raisons. Déjà, les indicateurs, alors ils sont sortis au fur et à mesure, mais en tout cas, le rapport de la Cour des comptes en a remis une petite couche là dernièrement. Et puis, ce rapport est né plutôt de l'interpellation du rapport de l'Académie de médecine, on n'en a pas parlé, qui date de mars 2023 et qui avait de manière assez abrupte, en fait, mis une limite de naissance, de nombre de naissances par an et par maternité, considérant qu'en dessous de 1000, ce n'était pas viable et qu'il fallait plutôt concentrer les plateaux d'accouchement pour récupérer notamment des ressources humaines dont les difficultés, enfin, vous l'avez tout évoqué. Donc la première question, ce serait un peu le regard que vous avez sur ce rapport. Qui a été c'était une autosaisine de l'Académie de médecine, mais bon, voilà le regard que vous avez, mais en fait les premières explications que vous nous avez données montrent plus de souplesse et de territorialisation. La deuxième question, c'est je pense que visiblement vous considérez que la périnatalité, comme beaucoup de problèmes de santé, je pense, doivent se traiter plutôt sur le territoire et par territoire. On voit bien que vos territoires sont différents entre l'Île-de-France, Occitanie et la Bourgogne-Franche-Comté. Si on reprend les quelques sujets, alors je vais peut-être commencer par l'Occitanie. Vous avez dit que vous avez déjà fermé 5 maternités sur les 40 quelques maternités. Voilà. Donc ces 5 maternités qui ont été fermées, l'ont-elles été, si vous le savez? Et même question pour vous, donc est-ce que ça a été des fermetures guidées, enfin par quoi elles ont été guidées en fait? Voilà, ça c'est la première des questions. Les maternités qui restent, elles sont de quel type? Est-ce que ce sont des maternités déjà en matière de type et puis surtout en matière de nombre de naissances par an sur les maternités qui restent? Puisque vous avez tous pratiquement dit qu'ils souhaitaient maintenir cette offre. Donc est-ce que vous pensez que vous êtes au bout déjà d'une forme de restructuration qui a été faite? Voilà, ça c'était également une question. On avait parlé également des problèmes d'IVG lors de la fermeture des maternités. On l'a peu entendu, mais comment vous avez résolu, ou quelle réaction ou quel plan vous avez mis face à ce problème d'accès à l'IVG en cas de fermeture d'offres de soins, enfin de maternité, du coup de plateau d'accouchement? Et la dernière question que je voulais oui, c'était sur le SMUR. Vous avez l'expérience donc d'un SMUR obstétrical. Je ne sais pas depuis combien de temps, en fait, quel recul vous avez sur ce SMUR. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à en tirer un bilan, c'est-à-dire en matière est-ce qu'il y a un sur-risque par rapport à l'éloignement, par rapport à ce qu'il était lorsque la maternité était en place? Et j'avais encore une toute dernière question, mais je ne l'ai plus en tête, donc je reviendrai, je vous la reposerai tout à l'heure, oui. Voilà, je vous laisse répondre, oui. Donc, sur la question des fermetures de maternité, donc ça, je n'aurais pas de détails à vous donner, c'était avant mon arrivée, mais donc mes collègues référents périnat me disent que c'était donc des maternités qui ont été fermées par les groupes de santé donc, où étaient ces maternités. Voilà.
En termes d'offres de soins sur les petites maternités, nous, on a donc très clairement le souhait d'un maintien à partir depuis 2 ans où le directeur général est arrivé. Et on a des situations différentes, c'est-à-dire il y a les endroits où il y a une maternité isolée de petite taille et les endroits où il y a 2 maternités de petite taille proches l'une de l'autre. Et où on va les inciter à collaborer l'une avec l'autre et se renforcer mutuellement. Voilà. Donc ça c'est là comme ça, je n'ai pas plus de détails à vous donner sur les fermetures. Sur le sujet des IVG, c'est quelque chose auquel il faut qu'on reste très vigilant. C'est-à-dire que quand les ressources RH diminuent, en fait, avant d'arriver à cette menace ou nécessité d'arrêt des accouchements, eh bien, ça commence par une difficulté d'accès à l'IVG. Et donc, on doit rester très vigilant. Et quand il s'agit de suspendre une activité ou de la réorienter, il faut qu'on voit aussi comment prendre en charge les femmes qui souhaitent ont besoin d'une IVG. Donc, vous aviez donc la question du transport médicalisé. Alors, en Occitanie, nous avons une cellule de transfert in utero qui est coordonnée par le réseau. Il n'y a pas de SMUR obstétrical spécifique. Néanmoins, le sujet des transports est vraiment à étudier parce que, c'est un cas spécifique qui m'a été rapporté sur des maternités qui sont limitrophes d'un autre département. Il peut y avoir des difficultés de transport en urgence par des opérateurs qui ne sont pas habilités à passer spontanément d'un département à l'autre. Et il peut y avoir aussi des transporteurs qui ne prennent pas ce facteur en compte. Donc, on peut avoir des blocages. Et donc, le sujet des transports, en fait, et qui va aussi avec celui du développement des hébergements temporaires, doit vraiment être réfléchi à part si on est obligé de restructurer les plateaux techniques et en leur gradation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir le double volet de pouvoir héberger une femme au plus proche de la maternité du bon niveau dont elle a besoin, et où qu'elle soit, la possibilité de l'amener au plus vite. Et un gros enjeu de communication aux femmes du bassin de population. Pour vous donner un exemple, on a été obligé de suspendre l'activité d'une maternité, donc vous avez entendu peut-être parler sur Ganges, et il fallait absolument qu'une femme dont le travail commence sache que plutôt que de prendre la route alors qu'elle était vraiment sur le point d'accoucher, il y avait des urgentistes à l'hôpital où la maternité était suspendue qui auraient pu faire une prise en charge intermédiaire en attendant une prise en charge médicalisée, mais c'est des situations qui ne sont pas du tout satisfaisantes. Et donc, c'est pour cela que nous avons besoin de cette réflexion sur le CPP en lui-même. Je crois que je n'ai pas répondu à toutes vos questions, cependant. Très bien, merci. Oui. Allez-y, je vous laisse. Alors déjà par rapport à ces difficultés d'accessibilité, nous on a fait le choix aussi d'avoir des hébergements temporaires, en tout cas de demander à toutes nos maternités de les mettre en place. Actuellement, 80% d'hébergements temporaires non médicalisés est en place. Ça, c'est une condition importante. On peut même imaginer aller plus loin pour ce sujet. Sur le sujet du SMUR, il y a maintenant pratiquement 1 an et demi qu'il est en place. Alors H24 que depuis le début de l'année. Il y a à peu près 10 interventions sur 1 an et demi pour des menaces d'accouchement prématuré. En fait, sur l'ensemble, je crois, de mémoire, c'est 3 accouchements à domicile, ou en tout cas, voilà, qui se seraient faits de toute façon. Donc, on a regardé, on a comparé, et en fait, il n'y a pas eu Non, on ne pense pas qu'elles attendent plus longtemps parce qu'il y aurait un moyen... et dans le Jura, 0. Voilà. Donc,
Il n'y a pas eu de surincidence ou de sur-risque là-dessus. Sur la restructuration et les 1000, tout ça se fait à l'échelle d'un territoire, se fait avec tous les professionnels. Si c'était notre région, la barre des 1000, les CHU ne peuvent pas absorber tous les accouchements, ça n'est pas possible. Donc on ne réagit pas uniquement sur un chiffre, mais sur un écosystème, une organisation avec l'ensemble des professionnels, les collectivités. Il y a eu énormément de réunions qui se sont faites avec les maires des communes, les élus du territoire. Tout ça peut pas être décidé sur un coin de table. Je pense qu'un chiffre, les données sont importantes, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais ça se travaille sur chaque bassin de territoire. Au sein même d'une région, tous les bassins sont différents, l'écosystème est différent. Donc voilà. Et puis, j'ai pas dit, mais il y a un sujet sur lequel on a mis en place des moyens et on continue à le faire, c'est mettre en place des coordinations ville-hôpital pour que ça facilite aussi mieux les parcours entre l'hôpital et les professionnels libéraux. Ça, c'est aussi un point important. J'avais parlé des staffs, mais il y a aussi ces coordinations qui se mettent en place depuis peu, mais qui sont très intéressantes, surtout quand un territoire comme Autun perd sa maternité. La question de la contraception sur Autun, nous, on a tout fait pour, en tout cas, garder l'accessibilité à l'orthogénie, aux moyens de contraception mécanique ou médicamenteux. Donc, il y a une consultation spécifique. Il y a toujours quelque chose qui se fait sur site. C'est un point important et on essaie d'y veiller sur l'ensemble du territoire au travers de nos OPP ou en tout cas en organisant sur le GHT une réponse et une offre. Peut-être rapidement pour compléter sur la situation de l'Île-de-France. En fait, bien que ça ne se sache pas, on a fermé 6 maternités entre 2017 et 2023, 3 entre 2017 et 2021 et 3 entre 2021 et 2024. Quand je dis on a fermé, c'est en fait sur la région, puisqu'en fait la plupart de ces fermetures relèvent de logique de groupes privés, puisque c'était 6 maternités privées. Avec une nuance peut-être quand même pour la plus récente, puisqu'en fait on a suspendu l'autorisation suite à un événement indésirable grave, ce qui a amené le groupe concerné à fermer la clinique. On peut constater que c'était 6 maternités qui faisaient toutes moins de 1000 accouchements par an, donc peut avoir voilà. Et c'est vrai que je pense que l'analyse territoriale elle est indispensable, et je pense que les seuils couperets c'est très compliqué. L'enjeu est plutôt celui de la gradation. 19 maternités qui réalisent moins de 1000 accouchements par an sur 75. On a aujourd'hui 75 maternités en Île-de-France. Et c'est sur ces 19, il y en a 13 qui sont privées, sachant que l'offre, aujourd'hui, la part du privé dans le total des accouchements en Île-de-France, c'est à peu près 15%. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques ordres de grandeur, mais donc même en Île-de-France, il y a des cliniques qui réalisent moins de 1000 accouchements. La plupart sont privées. Et peut-être par rapport aux autres questions. Et effectivement, nous, on est très attentifs aux activités d'orthogénie à l'IVG. Parce que pour le coup, il y a un sujet aussi d'accès territorial qui est important à préserver. Après, la fermeture de la maternité ne veut pas forcément dire que l'activité d'orthogénie s'arrête totalement, puisqu'en fait, vous savez qu'on peut avoir aussi des IVG médicamenteux, enfin en tout cas, on peut avoir dans un centre périnatal de proximité, par exemple, de l'activité d'orthogénie. Donc c'est vrai que de la même façon que finalement, pour la prise en charge des grossesses, on peut avoir une gradation des soins qui permet d'avoir une activité de proximité qui est plus facile à maintenir que évidemment une intervention volontaire de grossesse sous anesthésie générale qui là nécessite évidemment toutes les conditions de sécurité d'un bloc opératoire. Voilà, c'était juste les précisions. Je voudrais juste une précision. Vous nous avez dit que 6 maternités avaient été fermées, qui étaient des maternités privées. Alors, est-ce qu'elles ont été fermées pour raison financière, d'équilibre financier ou pour des questions de RH? Alors, je ne pourrais pas vous le dire de manière aussi précise. En tout cas, c'est une décision des gestionnaires. Je pense plutôt pour absence de rentabilité. Mais peut-être que c'est lié, c'est-à-dire que sans pouvoir trouver les ressources humaines, on a un problème de fonctionnement qui s'apparente à une question de rentabilité.
Oui, il y avait le sujet financier, effectivement, ce que je voulais aborder. Une maternité à partir d'un certain niveau d'accouchement, je pense qu'elle, entre guillemets, même si ce n'est pas l'objectif que je sois claire ici, il y a un niveau de modèle économique qui n'est pas tenable. Donc soit c'est subventionné et soutenu, soit ça ne l'est pas. Peut-être dans les groupes privés, c'est ce qui se passe. Dans les cliniques publiques, peut-être que c'est subventionné, donc ça, on arrive à maintenir. Est-ce que vous pensez que l'évolution... Alors, il y a deux choses. On a déjà des décrets qui datent de 98. Tout le monde nous dit qu'il faut les revoir, mais on sent bien que personne n'ose trop tirer le début de la pelote de ces décrets. Entre les décrets et la révision des tarifs qui va arriver avec la sortie du tout-et-2A, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact pour solidifier justement peut-être les équilibres des maternités les plus petites ou voilà, quel est votre regard sur ces deux sujets concernant le fonctionnement donc des maternités? Alors moi j'ai en tête que pour la campagne tarifaire de cette année, on a un effort particulier qui a été fait sur les tarifs des maternités. Donc on va clairement de ce point de vue-là avoir une forme de remise à niveau qui permet aussi voilà, sans doute de stabiliser, en tout cas de sécuriser un certain nombre d'établissements. Après, c'est difficile de se projeter dans la durée. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visibilité, honnêtement, sur les paramètres ou l'impact des réformes qui seraient envisagées en matière de financement. Dans ce qui est envisagé, il y a clairement aussi la prise en compte quand même d'une dimension effectivement populationnelle au sens de services rendus sur un territoire donné. Et donc, je pense que ça alors, peut-être plus dans d'autres régions, mais en tout cas, je pense que ça, c'est important quand on souhaite maintenir une offre et que, effectivement, l'équilibre médico-économique n'est pas évident à atteindre. Ça me paraît évident. J'avais aussi 2-3 petites questions avant de passer la parole à mes collègues. Monsieur Si Abdallah, vous disiez qu'il y avait aussi un problème d'attractivité pour les personnels soignants. Je me souviens qu'on a inauguré il y a quelques mois, je crois, une maison à Montbéliard qui était à l'initiative d'un professeur hospitalier qui donne la possibilité à des internes de loger, qui offre des salles de réunion pour les personnels soignants. Et il avait beaucoup d'espoir justement pour fédérer les équipes soignantes, pour vivre en dehors aussi, avoir des moments conviviaux en dehors de l'hôpital. Voilà, alors je voulais savoir si vous aviez déjà un retour par rapport à ça. Oui. La deuxième question que j'ai à vous poser, vous avez tous parlé de problématiques de RH, de recrutement à quel que soit le niveau de personnel soignant, que ce soit des médecins, des gynécos, des infirmières, etc. On sait tous que dans tous les domaines, on manque de médecins, que ce soit la santé mentale, que ce soit la médecine de ville. Alors, comment est-ce que vous vous projetez? Alors, même si le numerus clausus a été libéré, on sait tous aussi que les nouvelles générations ne travaillent plus comme les anciennes. Hein. On nous parle toujours de 2 médecins pour un, pour occuper le temps de travail ou pour pratiquer les actes, parce que voilà, c'est une évolution de la société, une mutation dont il faut tenir compte. Alors, comment est-ce que vous vous projetez dans l'organisation territoriale par rapport à ces critères-là? Puisque, bon, il ne faut pas se leurrer, on ne reviendra pas en arrière. Donc, voilà, ce sont des données qu'il faut intégrer, qu'il faut avoir en tête. Une autre question que je voulais vous poser, puisqu'on en est quand même à cette problématique de fermeture de maternité, de petites maternités, quelle est pour vous la limite à ne pas dépasser? Alors, j'ai bien entendu que c'est au niveau territorial que ça se passe, mais quel est le rapport aussi entre le temps de transport, la sécurité? Voilà, c'est des questions. Voilà, si vous pouviez préciser un petit peu, les décrets, tu en as parlé. Alors, si vous voulez bien, je vais donner la parole à mes collègues parce qu'à 15h, nous avons les questions au gouvernement. Je crois qu'Annie Le Houerou avait des questions à vous poser. Et, voilà. Et comme ça, vous pourrez faire des réponses globales si vous voulez bien. Annie, je t'en prie, je te laisse la parole. Merci. Alors, il y a un certain nombre de questions que tu viens de reprendre, notamment sur la formation. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur les bonnes pratiques pour mobiliser
au plus près des lieux d'exercice les professionnels de santé, donc 91% de places seulement, je dirais, occupées, mais je pense que si on prend les médecins, on sait qu'ils sont plutôt dans des grandes villes que dans des villes moyennes, etc. Donc ensuite, évidemment, ils ont du mal, ils sont un peu hors sol quand on leur demande d'aller en milieu plus rural. Donc, qu'est-ce que, dans vos expériences, vous pouvez mettre en place pour résoudre en fait cette meilleure répartition des ressources humaines donc et professionnelles de santé dans les territoires. Ma deuxième question, c'est sur la fidélisation. On voit que pas de maternité, enfin on ferme la maternité. Moi, j'en fais l'expérience. On dit on met en place un centre de périnatalité, mais c'est souvent considéré comme un peu un lot de consolation temporaire, parce qu'à terme, on sait aussi qu'ils auront du mal à être pérennisés, et on l'a vu sur des expériences passées, parce que les sages-femmes, par exemple, sont intéressées par l'ensemble de l'accompagnement de la femme, avant, pendant l'accouchement et après, et les contraintes de l'hôpital 24 heures sur 24, finalement, sont assez dissuasives pour elles, et à choisir centre périnatal, elles vont s'installer en libéral. Enfin, moi, je le constate. Je ne sais pas si vous le constatez aussi. Et comment redonner finalement de l'intérêt aussi à ces centres de périnatalité qui sont considérés comme un peu voilà, le pis-aller, le lot de consolation quand on ferme la maternité. Et puis, j'avais une autre question concernant, vous en avez parler, je ne sais plus qui, sur les accouchements naturels ou le souhait de plus en plus de femmes d'aller vers les accouchements aussi à domicile, avec des risques finalement qui sont plus importants qu'une prise en charge dans une maternité organisée pour un niveau de prise en charge de catégorie 1. Donc, est-ce que ça, c'est documenté? Est-ce que vous avez des éléments précis là-dessus? Parce que moi, je le constate aussi, et j'ai de vives réactions de femmes qui disent « Nous, on ne veut pas aller à 100 km accoucher, aller pendant une semaine... » Alors, en hôpital hospitalier, où vous avez parlé d'hébergement non médicalisé. Donc, on en a parlé hier, type hôtel Ibis, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un cadre très serein pour aller accoucher. Alors, certains médecins nous disent ça vous arrive 2 fois dans votre vie, donc moins de 2 fois dans votre vie, donc vous pouvez bien le faire l'effort d'aller accoucher en toute sécurité pour votre bébé dans un hôpital très sécurisé, et passer 2 jours dans cet hôtel Ibis de proximité. Donc voilà mes questions. Merci. Céline Brulin. Mais tout à fait en lien. Merci d'abord pour les éléments que vous avez donnés. On voit clairement que dans vos régions respectives, vous faites la santé périnatale une priorité. Est-ce qu'il ne vous semblerait pas que cette priorité devrait aussi être impulsée à un niveau plus national, quitte ensuite à être déclinée, parce que je pense que vous montrez très justement qu'il y a des différences entre régions, mais même au sein de chacune des régions, et notamment en termes d'attractivité, parce que vous déployez des dispositifs tout à fait sensés pour travailler sur cette attractivité, mais on peut aussi imaginer que si chaque région met en place ses propres dispositifs, dans le contexte de pénurie qu'on connaît, on peut avoir des effets de concurrence qui finalement ne solutionnent pas les choses, mais déplacent les problèmes, premier élément. Et puis, en lien avec les questions de formation, est-ce qu'au regard des pénuries et du manque d'attractivité qu'on constate les uns et les autres, vous avez spécifiquement dans vos régions les places ouvertes en formation qui correspondent aux besoins, et parce qu'il y a parfois des places qui sont ouvertes mais pas pourvues, est-ce qu'elles sont pourvues? Merci. Madame Poumerol aussi, qui voudrait la parole, et après je vous laisserai faire des réponses groupées. Juste une question annexe à ce que vient de dire Céline Erny sur les étudiants qui sont formés et qui quittent ensuite votre région. Donc, où vont-ils et pourquoi quittent-ils la région?
Le Jura et l'Île-de-France sont deux situations quand même qui sont complètement différentes. Et où vont-ils? Puisque moi, je suis d'Occitanie, et en Occitanie, on en manque aussi. Donc, où est-ce qu'ils vont? Bon, je commence par cette dernière question, Madame la sénatrice. Non, mais plus globalement sur les ressources humaines en santé, je vais essayer d'apporter quelques éléments peut-être. Nous, on constate en tout cas un taux de fuite en province en général. Alors, je vous rassure, hein, c'est vrai sur toutes les professions. Et par ailleurs, c'est pas vrai seulement sur les professions de santé. Globalement, l'Île-de-France est une région formatrice. Et puis, pour souvent des questions de qualité de vie, les professionnels jeunes, entre 30 et 40 ans, finalement, décident potentiellement d'avoir un enfant ou en tout cas de les élever ailleurs. C'est beaucoup l'arc atlantique, donc en fait la Nouvelle-Aquitaine, mais peut-être aussi la Bourgogne, puisque en fait on a des difficultés symétriques mais qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que nous on a moins de difficultés médicales en termes de professionnels, mais beaucoup plus de paramédicaux. Franchement, je le redis, hein, mais sur les sages-femmes c'est sidérant, c'est-à-dire que nous on a 4 départements qui sont en dessous de 50% de la moyenne nationale en termes de densité de sages-femmes. Donc en fait, ça veut dire que dans le 93, il y a 65 sages-femmes pour 100 000 femmes de 15 à 54 ans, quand il y en a, la moyenne France entière, c'est 142. 65 à 142. Donc en fait, juste, on peut pas... Voilà. Donc... on en forme, mais sans doute pas suffisamment. Vous avez raison, il y a une question de volume de formation. Nous, on réfléchit à augmenter le volume de formation de sages-femmes. En fait, c'est pas du tout évident, hein. C'est un arbitrage qui se fait pas du tout au niveau régional. C'est pour le coup une dimension nationale. Moi, je trouve qu'on a un sujet d'éclatement des compétences, puisque en fait, c'est partagé entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur. Par ailleurs, pour les paramédicaux, c'est aussi évidemment les conseils régionaux qui sont compétents pour un certain nombre de professions. Et donc, du coup, sur ce sujet qui est quand même un sujet majeur et qui est une condition, finalement, de la qualité de la sécurité des soins et du bon fonctionnement, enfin, voilà, je pense qu'on a un enjeu collectif à, quelque part, remonter cette priorité, effectivement, à un niveau plus important. Vous évoquez, du coup, la question du sujet national, enfin, du niveau national. En fait, ce qui est compliqué, c'est que sans doute dans chaque région, il y a des besoins qui sont non couverts, mais qui ne sont pas forcément partout les mêmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sages-femmes libérales, mais manquer de sages-femmes hospitalières. À l'inverse, et du coup avoir une densité de sages-femmes qui est la moyenne nationale, mais voilà. Nous, en fait, on a un problème de densité globale, donc en fait, on a un problème à la fois en libéral et en hospitalier. Vous évoquiez la question, je crois que c'était vous, Madame la Présidente, sur les dispositifs d'attractivité qui fonctionnent. Que ce soit pour les médecins ou pour les sages-femmes et les paramédicaux, en tout cas pour les sages-femmes, j'en suis sûre, comme pour les médecins, un des leviers qui marche extrêmement bien, mais qui n'est pas du tout évident à mettre en place, c'est les postes partagés, soit ville-hôpital, soit hôpital-hôpital, c'est-à-dire centre périnatal de proximité et hôpital qui permet par exemple d'accéder à des programmes de recherche, des activités de recherche, tu l'évoquais un peu plus tôt dans l'audition. Parce qu'en fait on a aussi beaucoup de sages-femmes libérales qui disent je quitte l'hôpital parce qu'en fait mais c'est un peu tout ou rien, on leur laisse pas la possibilité d'avoir cet entre-deux finalement, parce qu'en fait il y en a beaucoup aussi qui nous disent mais moi si on me proposait de pouvoir continuer à travailler en salle de naissance, je le ferais volontiers. Mais en fait aujourd'hui on n'est pas en capacité de dire on vous salarie, mais enfin, et en tout cas, elle s'y retrouve pas. Et il y a sans doute quelque chose à travailler pour que les professionnels s'y retrouvent. Ça, c'est sûr. Et pourquoi vous n'arrivez pas ou pourquoi vous avez du mal à mettre en place ces postes partagés? Quel est le frein là? Alors, je pense Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est pas encore dans les habitudes? Alors, il y a un sujet d'appropriation. C'est-à-dire qu'on a créé un dispositif et aujourd'hui, je vais vous dire, ça me désole moi-même, mais on en a 4 en Île-de-France. Donc, c'est pas un sujet de financement. Peut-être que les paramètres sont pas les bons, c'est-à-dire dans quelles conditions on peut faire le cumul. Comment est-ce qu'on cumule? Parce qu'en fait, c'est compliqué. Il faut arriver à cumuler une activité libérale et une activité salariée. Donc en fait, il peut y avoir des obstacles administratifs, il y a un sujet de niveau de rémunération, et puis après, il y a un sujet de faire connaître le dispositif, puisqu'aujourd'hui, ce dispositif, il cible plutôt des libérales à qui on proposerait une activité salariée à l'hôpital. Et donc du coup, comment est-ce qu'on va les chercher? En fait, comment est-ce qu'on diffuse cette information? Et donc on a besoin aussi de relais d'informations qui sont pas... Voilà. Et donc là, nous, on en est au tout début de ce dispositif-là, mais je sais que l'assurance maladie avait réfléchi dans le cadre de sa négociation avec les sages-femmes libérales à intégrer quelque chose dans la convention.
De la même façon, pardon, je saute un peu je suis désolée, je saute un peu du coq à l'âne. En tout cas, moi, je suis convaincue que c'est un sujet d'attractivité, et c'est vrai sur l'exercice, y compris en CPP ou en maternité de proximité, entre guillemets, et en maternité de niveau 3, par exemple. En fait, la diversité des exercices est un facteur d'attractivité. Ça, c'est quel que soit le type de professionnel, c'est certain. Après, c'est pas facile en termes organisationnels et en termes administratifs aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a quand même des sujets nationaux, y compris en termes de répartition des professionnels sur le territoire. Par exemple, les sages-femmes, aujourd'hui, c'est pas une profession où on a des zones surdenses ou des zones sous-denses. On a juste des dispositifs incitatifs. Donc on pourrait imaginer... Alors, je ne maîtrise pas suffisamment la cartographie de la densité des sages-femmes, mais en tout cas, c'est aussi des dispositifs qui... J'imagine que les zones qui sont surdenses en sage-femme libérale ne s'en vendent pas. Elles sont bien contentes. Mais du coup, comment on fait collectivement pour avoir une vision et une planification finalement qui soit adéquate, quoi, ce qui n'est pas du tout évident. Et par ailleurs, on les a aussi poussés à s'installer en ville pour prendre en charge des besoins qui n'étaient plus par les gynécos médicaux. Exactement. Et tout à fait. Et par ailleurs, nous, on en a besoin aussi pour le suivi des femmes en situation précaire pendant la grossesse, etc., qu'on souhaite qu'il puisse être fait en ville. Donc, c'est sans doute là où il faut arriver à trouver un équilibre entre des dynamiques individuelles, des dynamiques collectives, des dynamiques locales, des dynamiques nationales, et puis de l'incitatif, et puis des choses plus planifiées, en fait, entre guillemets. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait trouvé cet équilibre sur tous les sujets. Sur la question de l'attractivité, pour vous répondre sur les sages-femmes à Autun, on a fait en sorte que ce soit très large. Il y a des salariés de l'hôpital, il y a des infirmières libérales, et des sages-femmes libérales et des sages-femmes de l'hôpital privé du Creusot. Et elles travaillent toutes ensemble, et donc elles arrivent à armer, par exemple, la garde H24 du SMUR, et y compris des demandes qui pourraient arriver aux urgences concernant les femmes enceintes. Donc en fait, on essaye de leur proposer une activité diversifiée, et on a plutôt une bonne adhésion, hein, parce qu'on a encore 2 sages-femmes qui veulent nous rejoindre. Donc la question de l'attractivité passe par l'attractivité du métier lui-même dans la diversification. Même chose pour les médecins. On propose des postes de chefs de clinique territoriaux. Alors, on n'a pas beaucoup de candidats, mais quand on en a un et qui vous propose des projets de recherche, ben on le soutient, on l'aide. Et du coup, il fait venir ses copains et ses copines. Et ça marche comme ça, en fait. Et surtout, l'idée de ne pas travailler seul. Ce qu'ils nous disent, c'est... on aimerait bien être en lien avec un laboratoire de recherche de là ou le CHU. Donc cette question de l'équipe territoriale, moi, avec les doyens, c'est vraiment un sujet de discussion permanent. Et tous les moyens sont bons. Vous avez parlé de l'internat. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais on a une bonne expérience sur toute la région. Ça marche très, très bien. Et c'est des internats ruraux où il faut regrouper tous les métiers de la santé quand ils sont en stage dans un lieu, y compris dans le territoire rural, et avec des choses très simples à ne pas oublier. Ils sont jeunes, ils n'ont pas toujours le permis. Il faut penser aux moyens de locomotion. Le vélo, voilà, la trottinette, ce genre de trucs. Et ça, la visio, vous organisez des formations, même en plein milieu du Morvan, mais avec un patron parisien, ça va arriver, des choses comme ça. Donc, et surtout, c'est les écouter et travailler avec eux. Que veulent les professionnels aujourd'hui? Oui, en effet, il y a un équilibre vie professionnelle, vie privée, sur lequel ils sont pas arc-boutés. Ils disent, on veut bien travailler, mais ils sont attentifs. J'ai essayé de discuter avec les associations, même les plus jeunes. Ils ne nous disent pas qu'ils ne veulent pas faire, mais ils ne veulent pas trop en faire. Ou en faire. Alors, ils prennent des repères un peu anciens. Je ne sais pas si on travaillait comme ça à l'époque, mais en tout cas, en disant, nous, on ne veut pas faire comme les anciens. Voilà. Mais ils nous disent, il n'y a pas de sujet. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a aussi tout ce stress, les salles de naissance. C'est quand même pas simple. Je ne vais pas raconter ma vie, mais bon, c'est un peu par là. Quand vous faites un accouchement à domicile, je vous regarde, mais moi, ça m'est arrivé un dimanche matin à 9h30. Vous arrivez pour autre chose, vous tombez sur la petite dame sur les toilettes. Bon, je peux vous garantir que j'ai perdu quelques kilos. C'est quelque chose de difficile. Voilà, et je tiens à les remercier parce que nous, à chaque fois qu'on leur demande un soutien pour maintenir une activité dans une clinique, ils répondent toujours positivement. Même des fois en faisant plus d'heures encore. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Enfin, moi, j'en profite pour les remercier devant vous. Et les directeurs aussi qui nous aident bien. Alors, il y a des fois des sujets administratifs. Quand on veut soutenir, quand on est PH, qu'on veut soutenir une clinique privée, que ça nous est arrivé de le demander, ce n'est pas toujours simple. Des fois, il faut passer par la réquisition pour permettre que... Enfin, il y a quand même un petit sujet comment dire, d'alléger les procédures administratives quand on n'est pas du même secteur. La PST nous a beaucoup aidés. Mais la PST...
c'est très bien, mais ça a aussi des fois appauvri l'hôpital qui fournit ces PH vers un autre hôpital. Parce que il faut bien comprendre que la réserve dont on dispose, elle n'est pas extensible. Sur la question de la formation, nous, on remplit tous les postes. Alors peut-être qu'il en faut plus. On a augmenté de 2 postes à Dijon. On a eu 2 internes dès le semestre d'après. Bon, des fois, je discute avec les chefs de pôle qui me disent « Ah oui, mais ils sont partis à Montpellier, mais ils sont partis. » Non, mais il faut... Alors, ils irriguent. La seule difficulté, c'est par exemple, quand on est à Dijon, Nevers. C'est 2h30 par le train, c'est 2h30 par la voiture. Alors, il y a un avion qui a été mis en place, mais qui répond en partie. Mais les internes, ils ont une vie, s'installent. Des fois, la plus grande partie de leurs études, ils la font à Dijon, pour nous, ou à Besançon. Besançon, c'est plus ramassé. Mais même envoyer des professionnels à Lons, quand on est de Besançon, c'est pas toujours très simple. Donc il y a vraiment plein de sujets. L'attractivité, elle n'est pas que le métier, elle est l'attractivité au sens large. C'est l'accès à la culture. Enfin, je le dis assez librement parce que j'ai rencontré notre directrice Vadrac ce matin dans la gare. Mais voilà. Et les jeunes sont attentifs à tout ça. Alors nous, on pousse. Faites des conciergeries. Occupez-vous de la garde d'enfants. Ils ont une panne de voiture, envoyez un taxi. Enfin, on pousse. Et on soutient financièrement parce que tout ce qu'on pourra faire pour les aider et pour bien les accueillir feront qu'ils resteront et qu'ils reviendront travailler chez nous. Donc voilà, on ne se limite pas. Après, c'est pas toujours simple, mais malgré tout, on a des petites victoires. L'année dernière, on pensait avoir des maternités qui fermeraient d'ici là. On a réussi à maintenir toutes les maternités. Et ce sera encore notre combat parce que vous avez raison, la distance n'est pas toujours simple. Alors moi, je suis pas dans les Pyrénées, mais quand même, le Haut-Doubs, vous connaissez, Madame la Présidente, quand on est à plus de 45 minutes, c'est pas simple. Alors on sécurise. On a des conventions avec les sages-femmes qui peuvent accompagner leurs patientes. On a ce SMUR obstétrical qu'on observe de très près. Voilà, il n'y a pas de modèle. Après, il faut le travailler avec ses professionnels, avec son écosystème, ses collectivités, parce qu'il faut du soutien. Et puis, il y a la question de la formation des professionnels aussi. Je pense à la santé mentale, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce n'est pas quelque chose qui est bien imprégné dans la culture de la formation. Il faut pousser très fort pour que les professionnels soient formés au repérage très tôt, en ne considérant pas que la grossesse c'est quelque chose de beau et de simple, qui va rien se passer. Non, c'est pas simple. Pour vous répondre, j'ai pas des chiffres qui vont pas aller dans le bon. Enfin, pour vous éclairer, j'avais posé la question par rapport aux maisons de naissance qui se font à côté de l'hôpital. J'avais demandé à un chef de pôle si tout se passait bien. Il me dit d'abord, il faut pas oublier que la grossesse physiologique dans ces maisons, il n'y a pas d'accès à la péridurale. Il faut pas l'oublier. Et il me disait qu'il y a à peu près 30% de ces grossesses physiologiques qui finissent à l'hôpital. Donc la grossesse physiologique, moi, il y a 3 ans, quand je suis arrivé, on a eu un décès à domicile. Voilà. Donc, bon, on n'est pas contre, mais je dis qu'il faut sécuriser, il faut être au clair. Donc, voilà. Pardon, je pense qu'on parle beaucoup. J'ai juste une minute où tout le monde n'était pas là. C'est peut-être un petit retour sur les accouchements à domicile accompagnés. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Voilà, parce qu'il y a les 2 types, les non accompagnés. Enfin, donc, en fait, il y a on a posé la question, voilà, sur les indicateurs. Voilà, elles avaient bien mis leurs indicateurs. Elles sont pas nombreuses, donc voilà. En fait, c'était pas. Les indicateurs étaient plutôt bons. Enfin, moi, j'étais surprise dans ce sens-là. Les indicateurs étaient bons, mais pour autant, c'est un peu ceinture et bretelles, quoi. Je veux dire, mais c'est très bien. C'est-à-dire que déjà, elles prennent pas tout le monde. Si elles sont trop éloignées de la maternité, elles n'acceptent pas de s'en occuper. Au moindre souci en période prénatale, elles ont bien précisé aux personnes qu'elles partent à l'hôpital. Et si elles ne souhaitent pas, en fait, elles ne les suivent pas. L'accouchement, c'est pareil. Elle dit, nous, on a le moindre battement fœtal qui diminue à peine, mais on ne se pose pas de questions, ça part tout de suite à l'hôpital. Donc, effectivement, les personnes qui finissent par accoucher, mais c'est pas un problème, elles s'entendent avec l'hôpital. Moi, voilà, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça explique aussi pourquoi leurs chiffres sont bons. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Il y a du filtre tous les 15 jours, c'est redirigé, quoi. Bien, il me reste à vous remercier parce que je vois l'heure tourne et nous sommes contraintes par l'horaire. Je vous remercie déjà d'être venu, de nous avoir donné toutes ces explications. Donc, on vous a envoyé des petits questionnaires si vous voulez bien nous
donner votre contribution écrite. Et puis, monsieur, je vous demanderai une contribution supplémentaire puisque vous avez parlé d'alléger les procédures administratives quand on n'est pas du même secteur. Donc, si vous voulez préciser justement ce qui manque, ce qu'il faudrait mettre en place, comment est-ce qu'on peut vous aider dans ce cadre-là. Voilà, parce qu'on aimerait bien pouvoir proposer des solutions concrètes, en tout cas qui vous facilitent la vie et qui facilitent la vie de tout le monde. C'est la possibilité, comme notre territoire est vaste et qu'on n'accouche pas forcément à côté de sa maison, quand on accouche un peu loin, c'est de pouvoir repartir, s'il y a un hôpital de proximité en sécurité, dans cet hôpital, voilà. Terminer son hospitalisation de 2 ou 3 jours, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'il faudrait un gynéco et un pédiatre. On a les médecins, on a les sages-femmes, on a les infirmiers, et du coup, ça nous bloque. Ça nous aiderait parce que c'est une demande assez forte des parturientes, enfin des femmes enceintes. Et ça, aujourd'hui, c'est pas permis. Très bien. Donc, mes chers collègues, nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous entendrons la Cour des comptes et la présidente de la 6e chambre qui viendra nous présenter le rapport sur la périnatalité qui a été publié la semaine dernière. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Merci. De rien. Enfin, merci.